Attention, cette fiction se passe dans le sombre univers de Warhammer 40 000, et dans la société plus sombre encore des Eldar Noirs, ou Drukhari, de cruels pillards se nourrissant de la souffrance des plus faibles. Il y est abordé de nombreux sujets sensibles, tels que la violence physique et psychologique, la torture et autres actes sadiques. Cette œuvre s'adresse donc à un public averti et adulte. Les chroniques de l'alarme de Ronce. Épisode 11. Le bétail. Après un raid fructueux mais extrêmement coûteux en vie et en matériel, Sharktan est rentré à Comorragh. La plupart de ses troupes sont mortes ou blessées gravement. Sa cabale est réduite à une poignée de guerriers valides. Pour s'occuper de plus de 60 prisonniers Monkey, pour l'instant inconscients, mais plus pour très longtemps. 18 sœurs de bataille, 41 humains divers. Avait annoncé Sang Tzu de sa nouvelle voix éraillée. A priori, 7 guerriers kabbalites sont lourdement blessés mais rentrés. 5 semblent indemnes. Tous les autres sont morts ou portés disparus. Avait-il dit ensuite. Après un court instant de panique, Sharktan avait commencé à donner des ordres. Les blessés de Drukhari furent installés dans la salle désinfectée, afin de pouvoir se régénérer des souffrances des captifs, ainsi que de leurs camarades. Puis, avec les guerriers indemnes, Sharktan se mit à découper tous les tendons importants des 41 humains au sol. Sectionner le talon d'Achille, et la bête sera en incapacité d'utiliser ses mollets et ses chevilles, handicapant fortement ses jambes. Avec quelques autres découpes habiles aux bras, dos, cou et bassin, on en faisait des sacs de chair juste bons à se tortiller en gémissant. Malheureusement ici, pas le temps d'attendre qu'ils se réveillent pour cela. Il faudrait les opérer anesthésiés par les fusils éclateurs. Certains eurent bien la politesse de se réveiller un peu pendant l'opération afin de gémir, mais cela aurait été tout de même infiniment plus drôle s'ils avaient été conscients et tous paniqués de savoir qu'ils seraient les prochains à subir le même sort douloureux. Puis, toute l'attention fut dirigée vers les 18 sœurs de bataille. Celles qui portaient des armures énergétiques furent déshabillées. Elles portaient un juste corps technologique bardé de connecteurs qui leur fut laissé. Certaines étaient moins bien armurées que d'autres, certaines encore à moitié nues. Leurs armes leur furent évidemment retirées, puis elles furent ligotées avec ce qu'il y avait de disponible. Celles qui possédaient les meilleures armures, décorations et cicatrices de guerre furent ligotées avec les meilleures menottes et chaînes. Pour d'autres, Sharktan et les autres usèrent de la fameuse technique des chaînes et crochets, ces derniers se plantant dans la chair et s'enfonçant si la prisonnière se débattait trop. Glissés entre deux côtes ou sous une clavicule, ils reliaient les chevilles, les poignets, voire le menton. Malgré tout, il fut décidé que 4 des guerriers kabbalites indemnes resteraient en permanence autour d'elle, en état de surveillance élevé. Le venin commença justement à se dissiper lorsque les dernières fixations furent enfoncées. Il fut alors temps d'installer les humains désarticulés dans la salle des infections. Un par un, Sharktan, Sang Tzu et Hart prenaient l'un des humains, l'emmenaient dans la salle d'infection, une grande salle pour dîner qui avait été dégagée de tous ses meubles, et installée sur des sphères faites de métal et de bois, bricolées avec divers mobiliers trouvés. Le captif était installé sur le dos, cambré de façon très désagréable et attaché ainsi, sous le regard avide des mandragores. Puis de grosses seringues remplies d'un morceau de chair infectée étaient plantées dans leur dos, profondément, et fixées là. L'exercice était difficile, mais le fait que les humains étaient désormais conscients, et donc souffrants, rendait la chose agréable, et guérissait même la douleur lancinante dans la mâchoire de Sharktan. Cela finit par le fatiguer, et après une dizaine de captifs, il décida de relever l'un des gardes autour des sœurs, et s'asseya tranquillement en face d'elle, un morceau de viande séchée en main. Il se mit à les fixer tout en mâchant longuement son morceau de viande. En silence, pendant un temps indéfini, il les examina longuement. Elles avaient diverses attitudes. Certaines fixaient les captifs qui partaient. D'autres avaient les yeux fermés et se balançaient d'avant en arrière. D'autres analysaient les gardes en détail, ou les environs. Mais toutes gardaient le silence total. Elles ne disaient mot. Pourtant, elles communiquaient. Sharktan voyait leurs mains, leurs doigts, leurs yeux faire des mouvements étranges. Il voyait comment elles se regardaient, ce qu'elles fixaient et ce qu'elles ignoraient. Elles parlaient en silence. Dans le lot, il en vit une qui ne regardait pas beaucoup les autres, mais une qui le fixait avec rage. Il lui rendait son regard, curieux de la voir si détachée des autres. C'était une qui était quasiment nue, vêtue simplement de lambeaux de tissu et de chaînes. Il la fixa. Il la dévisagea. Elle lui rendait son regard chargé de haine. Son regard noir, intense, la foudroyait.
Elle eut un frémissement de lèvres, un double frémissement, comme si elle avait réfréné une insulte. Elle semblait mûre pour parler. Elle ne pourrait s'en empêcher. Elle semblait déjà hurler dans sa tête tellement fort qu'elle n'arrivait plus à le contenir. Des échos de sa haine hurlée résonnaient dans les muscles de son visage. Sharktan pouvait le voir. Sharktan se pencha sur le côté. Kaer-Erwit s'approcha. Il lui chuchota quelque chose à l'oreille. Elle se redressa et partit voir la captive qu'il fixait. Une autre Kabaïte la suivit. Elles soulevèrent la captive brusquement, qui ne coopéra pas du tout. Elle se débattait et grognait. Kaer-Erwit lui envoya un puissant uppercut dans le foie, tapant sous les côtes de son gantelet d'acier. Le choc coupa le souffle de la captive, qui s'évanouit à moitié. Les sœurs au sol commencèrent à s'agiter, mais immédiatement les deux autres gardes se mirent à distribuer des coups en tous sens pour casser la dynamique. Sharktan se leva et partit vers la chambre où il avait tant souffert. Il ne put réfréner un grimacement à se souvenir. Derrière lui, Kaer-Erwit et l'autre Kabalite traînaient la captive Repentia, à moitié inconsciente. Derrière, les deux gardes ne s'arrêtaient plus dans leur déluge de cruauté gratuite sur le sol couvert de sœurs de bataille ligotées et désarmées. Sharktan déposa la pince ensanglantée sur la commode de bois sombre. Derrière lui, la Repentia était attachée, les membres en étoile, suspendus au-dessus du sol, comme dans une toile d'araignée tendue entre les baldaquins du lit. Elle était dans un état lamentable. D'énormes morceaux de chair arrachés, brûlés, déchiquetés, tombant de son corps. Sharktan la torturait depuis déjà de très nombreuses heures, mais il n'avait pas encore posé une seule question. Il se tourna et observa son travail. Elle haletait. Elle commençait à faiblir. Déjà. Il allait devoir s'atteler à son projet initial, la collecte d'informations. Il se tourna donc vers le meuble et passa lentement sa main au-dessus de chaque instrument. Des vis, des scalpels, des pinces, des coupillons d'acier. Des scies, des écarteurs et un petit boîtier noir. Il s'en saisit, à contre-cœur, et l'alluma. Puis il s'approcha de l'humaine et le posa au sol. Lorsqu'il se redressa, il tomba nez à nez avec le biceps droit, dénudé de peau. Il l'inspecta un instant, puis plongea ses doigts gantés et terminés par des griffes d'or dans les fibres du muscle. Il tira et arracha très lentement alors que la Repentia hurlait de douleur. Il en arracha un morceau et partit s'asseoir dans un fauteuil à haut dossier de couleur bordeaux. Une fois assis, il se mit à manger de la chair chaude. Après avoir longuement mastiqué en silence, il dit enfin « Dis-moi, humaine, qui êtes-vous » Le petit appareil éructa une voix gutturale aux sonorités si peu variées, du haut gothique, la langue des monkeys. La Repentia balança sa tête sur le côté, comme surprise, mais épuisée. Puis elle se mit à rire lentement, d'un rire triste et désespéré. Sharktan attendit, en mâchant lentement. Après plusieurs minutes, elle dit enfin quelque chose en gothique elle aussi. Instantanément, le traducteur déclara « Immonde étranger, je ne discute pas avec les excréments de canidés ingérés puis régurgités. » Sharktan souffla un rire nasal. Qu'est-ce que ces créatures étaient stupides. Elle lui parlait pour lui dire qu'elle ne lui parlerait pas. Ne voyait-elle pas le paradoxe enfantin que cela produisait ? Comment cette race aussi peu évoluée pouvait-elle avoir conquis un si grand empire ? Cela le dépassait. Et les insultes liées à la saleté... Oh,
Quelle primitivité puérile. Pourquoi vous ne parlez pas ? Demanda Sharktan. Cette question l'amusait. Il continuait dans son paradoxe. S'en rendrait-elle compte ? Il laissa le traducteur faire son affaire et ajouta : Pourquoi communiquez-vous par geste et non par voix ? La répensia tourna la tête vers lui. Un œil était tellement tuméfié qu'il avait disparu derrière la chair gonflée. L'autre était injecté de sang. Elle cracha au sol devant lui. Il observa l'énorme molar ensanglanté. Répugnant. La sœur rabaissa sa tête, comme si elle avait terminé sa réponse. Il réfléchit en regardant le caillot de sang, de longues minutes. Au fond, que voulait-il vraiment savoir ? Ces créatures ne l'intéressaient pas. Autant s'intéresser à des orques. Mais bon, connaître le pédigré de la bête permettrait peut-être de mieux les vendre. Les sœurs silencieuses. Cela pourrait être un bon titre de spectacle pour un culte céraste. Il fallait se mettre dans sa tête. Que voulait-elle ? Que pouvait-elle espérer ? Aimerais-tu que je te libère, toi et tes amis ? Elle ne dit rien. Il réfléchit. Quel est le but de ta vie ? Comme par réflexe, dès que la traduction se termina, cette fois elle répondit. Le traducteur dit « Servir l'empereur ». Intéressant. Comment sers-tu l'empereur ? Encore une fois, réponse immédiate. En détruisant ses ennemis. Qui sont ces ennemis ? L'étranger, le traître et le sorcier. Sharktan réfléchit. Il finit d'avaler le morceau de biceps arraché. Cela ressemblait à un mantra 1000 fois répété par le passé. Elle répondait sans même réfléchir. Pourquoi es-tu différente de tes sœurs ? Tu n'as pas d'armure, tu portes des couleurs étranges, elles ne parlent pas avec toi. Tu n'as pas d'arme à feu. La répensia se tourna vers lui et le fixa avec haine. Pourquoi répondrais-je à tes questions, étranger ? Pour que tu m'épargnes ? Je n'ai que faire de mourir. J'ai déçu l'empereur car je n'ai pas détruit ses ennemis. Je dois racheter mes péchés. Seule ma mort peut me rendre mon honneur. Tu voudrais que je te laisse mourir ici ? À mourir de faim et de froid bêtement ? Je pourrais te laisser la chance de détruire mes semblables, des étrangers. Je te vendrai à un culte céraste, et tu pourras combattre des Drukhari et d'autres aliens capturés pour ton empereur. Il attendit. Tu préférerais ? Elle semblait réfléchir. Il sourit. Mais qu'est-ce que ces créatures étaient stupides. Incroyable. Dis-moi juste le nom de ton ordre et pourquoi vous ne parlez pas. Je te demande pas de secret ou de déshonorer ton dieu. Au contraire, dis-moi ce que j'affronte. Elle se redressa avec haine une fois la traduction terminée. Elle cria, hurla ses réponses, du bout de ses forces. Le traducteur traduisit calmement. Ce que tu affrontes l'armée sacrée de l'empereur Dieu. Étranger fétide. Les sœurs de l'Adepta Sororita, l'ordre béni du voile d'acier. Tu affrontes le courroux de l'impérium de l'humanité, de l'empereur lui-même. Prosterne-toi devant sa puissance, immonde étranger puant. Ton existence même est un affront à sa pureté. Je te ferai brûler comme l'infâme étron que tu es, pourriture d'étranger. Toi et tous les tiens, vous brûlerez dans ces flammes purificatrices. Votre race pathétique retournera dans les limbes de l'oubli qu'elle mérite. Sharktan leva la main pour signifier son ennui. La femme humaine continua d'hurler ses insultes. Il soupira.
Elle l'énervait, elle l'irritait. Il se leva d'un bond et lui envoya une puissante gifle dans le visage. Et hurla une autre insulte. Il enragea et se défoula sur elle dans un déluge de coups de poing, griffures et autres violences. Elle se mit à rire sous ses coups, rire de sa fureur. Chaque coup qu'elle recevait était la preuve du courroux qu'elle avait engendré. Et elle riait de cela. Sharktan s'en rendit compte et s'arrêta net. Il la vit rire, d'un rire mourant, sifflant entre les filets de sang qui coulaient de sa bouche défoncée. Il recula et retourna s'asseoir. Un moment passa. Il attendait. Allait-elle reparler ? Voulait-il lui reparler ? La torturer ? La flemme. Non, il avait les informations. Le voile d'acier, elle avait dit. L'ordre béni du voile d'acier. Elle n'avait pas vraiment dit pourquoi elle était silencieuse, mais au fond, est-ce que cela avait une importance ? Sûrement un truc religieux quelconque. Elle respirait très lentement. Elle allait finir par mourir de toute façon. Il meurt si facilement. Il claqua des doigts. Des bruits de pas approchant. Un Drukhari apparut et se tint droit à côté de Sharktan. C'était un des blessés qui était resté là pour profiter du spectacle en silence, dans les ombres. Sharktan fit un geste vague vers le repentia, l'air blasé. Le Kabbalite casqué se mit au travail et commença à détacher la repentia épuisée. Sharktan observait calmement. Allait-elle tenter quelque chose ? Se saisir du couteau du Kabbalite et le planter ? Il observa les bras ballants de la repentia. Le manche du couteau était si proche de ses doigts. Il espérait. Mais elle s'écroula au sol lorsqu'il détacha le deuxième bras. Pathétique. Elle allait déjà mourir là, vraiment ? Ramène-la avec ses sœurs. Elles ont dû l'entendre crier. Qu'elle voit ce que l'on peut faire d'elle. Je demande à Hart de la rafistoler un petit peu. Non, laisse-la mourir. Au milieu d'elle. Le Kabbalite ne répondit rien. Il finit de détacher la deuxième cheville et la releva. Elle tituba, hagard. Il hurla sur elle, en lui envoyant des coups de genoux. Mais elle luttait pour se redresser. Sharktan s'énerva de cette scène pathétique et fit un autre geste de la main agacé. Le guerrier le vit et se mit juste à la traîner au sol par les poignets. Ils s'éloignèrent en grognant. Sharktan les écoutait repartir, pensif, fatigué. Il regardait son lit, désormais vide et taché de sang. Il soupira. Sharktan se leva de son siège et avança jusqu'au lit. Il était si fatigué, repu de souffrance et d'expérience, repu de viande et de nourriture diverses, repu de tout. Il ne manquait que le sommeil. Il se glissa lentement dans ses draps, dans son armure grise tachée de sang, et s'endormit en quelques secondes. La repentia ouvra doucement son seul œil valide. Elle avait froid et tremblait de tout son corps. Ses bras étaient attachés dans son dos avec des chaînes. Elle remua et sentit la pointe d'un crochet s'enfoncer sous la peau de son dos, profondément. Elle grogna. Elle reçut un petit coup de pied sur le front. Elle ne réalisa pas. Un autre petit coup de pied sur le front. Elle ouvrit les yeux et releva la tête. Sa vision était floue. Il lui fallut du temps pour faire le point. Il y avait comme un voile de sang. Elle se frotta les yeux. Lorsqu'enfin elle y vit plus clair, elle réalisa soudainement où elle était, qui elle était. Griffalda, une sœur de bataille. Non, elle ne l'était plus. Elle était une repentia désormais. Elle avait péché, elle avait failli. C'était une sœur de bataille qu'elle voyait, une vraie. Une qui lui faisait signe des yeux. Elle regardait dans une direction, puis elle,
puis la direction à nouveau. Grifalda se tourna. Elle regarda derrière elle, vers l'endroit indiqué par les yeux. Une autre sœur la fixait d'un regard dur. Elle avait du mal à la reconnaître, sans armure et de son seul œil valide. C'était Haruhi, la sœur répensia supérieure qui la fixait. Celle qui supervisait sa punition et son statut de répensia. Celle qui la ferait payer, qui l'absoudrait de ses péchés. Et elle la fixait d'un regard sombre, chargé de haine. Grifalda se tortilla comme elle put pour se redresser. En grognant de douleur et sous le regard dédaigneux de ses sœurs, elle se redressa lamentablement pour se mettre à genoux, la tête penchée vers le sol. De cette position, elle fixait les doigts de Haruhi. Juste ses doigts, pas son regard. Ses doigts fins mais cruels qui restaient immobiles dans son dos, liés par des menottes. Enfin, les doigts s'agitèrent. Grifalda se concentrait, elle était à peine consciente. Les doigts s'agitaient vite et ils étaient à l'envers, mais elle connaissait ces gestes 1000 fois répétés et parlait couramment la langue du silence, pratiquée par ses sœurs et son ordre. C'était un langage infiniment complexe et précis, qui permettait même d'utiliser des termes médicaux complexes. Dans sa tête, elle déchiffra. Déçu. Parler avec Xénos. Faible. Plus grand péché. Mort, pas assez. Ignoble pécheresse. Trouve le sacrifice. Et les doigts retournèrent à l'immobilisme. Grifalda comprit. Elle avait été déçue qu'elle parle, même si le silence lui était interdit. Elle aurait été réprimandée aussi si elle avait été silencieuse de toute façon, car en perdant le statut de sœur, elle avait perdu le droit au silence. Qu'importe si sa faute était véritablement de sa faute, elle n'en était désormais que plus grande encore. Trouve le sacrifice. Elle avait cette injonction à mourir, cette injonction à se sacrifier pour se racheter. Si Haruhi avait déterminé que son péché était encore plus grand et que même la mort ne suffirait pas, il allait falloir trouver un sublime sacrifice. Pas une mort bête, simple. Il fallait faire quelque chose d'incroyable. Il fallait libérer ses sœurs. Il fallait tuer ces Xénos. Il fallait accomplir la volonté de l'empereur. Elle releva la tête et observa les guerriers kabbalites et leurs attirails. Couteaux, crochets, chaînes, trophées macabres, fusils, lames, pistolets, grenades. Grenades. Grifalda tourna la tête. Des pas rapides et décidés résonnaient soudainement dans la pièce sombre. Son bourreau sortait de sa chambre. Elle s'écroula par terre, faisant la morte. Sharktan avança dans la grande salle. Il avait dormi des heures. L'impression même d'avoir dormi plusieurs jours de suite, d'un lourd sommeil réparateur. Il avança vers Kaereruit qui surveillait les sœurs de bataille. Elle aussi avait meilleure forme. Avait-elle dormi ou simplement cicatrisé grâce à la souffrance? Elle tourna son visage brûlé vers lui alors qu'il approchait. « Au rapport ?» demanda Sharktan. Travail dur pour recoudre tout le monde. Sang Tzu supervise les infectés. Normalement, c'était le travail de Cosidrion. Il se rappela alors de l'état lamentable du porteur de canon éclateur après la grenade qui avait explosé entre ses jambes. Cosidrion a survécu? Kaereruit leva les épaules. Je ne l'ai pas vu. Sharktan fronça les sourcils. Il se rappelait clairement le voir disparaître emporté par une mandragore, les jambes en charpie et la bouche gorgée de sang. Où l'avait-elle emmené? Les mandragores gardaient-elles certains des guerriers kabbalites blessés? Elles avaient le droit à une part du butin, mais il pensait qu'elles auraient pris parmi les captifs humains, pas dans ses propres troupes. Faudra leur parler. J'aimerais modifier mon armure. Est-ce que tu as des kabbalites sous tes ordres qui sauraient faire ça? Kaereruit hocha la tête. Jalastan, oui. Tu la reconnaîtras facilement. Elle a un casque en forme de crâne sculpté. Sharktan hocha la tête. Il regarda les captives. Il ne voyait pas celle qu'il avait amochée. Il se contorsionna pour la voir allongée au sol dans une mare de sang. Sharktan pouvait sentir sa souffrance d'ici. Elle n'était pas encore morte.
Elle mijote quelque chose. gronda Kererwit. Le contraire me décevrait, souffla Sharktan. Garde-les à l'œil. Il ne faut pas les sous-estimer, ni trop les abîmer. J'ai également besoin que tu me dises clairement ce qu'il nous faudrait en ravitaillement. Chaînes, munitions, alimentation, armure, de quoi tenir plusieurs mois en autarcie. On va les échanger contre des ressources. J'ai besoin de savoir tout ce qui nous manque. Kererwit répondit par un salut martial. Sharktan hocha la tête et se dirigea vers Mesranea, dans le saccageur endommagé. Elle n'était qu'à une dizaine de mètres de là, à moitié enfoncée dans les entrailles du véhicule alien. Elle était tellement obnubilée par la mécanique qu'elle n'entendit pas Sharktan approcher. Il se racla la gorge bruyamment, mais cela ne changea rien. Énervé, il gronda « Au rapport !» Comme sortie d'un songe, Mesranea se redressa lentement. Elle se tourna négligemment vers lui et fit une petite révérence. Sharktan vit la crainte remplacer la surprise dans son regard, et cela le réjouissa. Le combat avec la machine humaine a profondément endommagé le moteur et les stabilisateurs antigraves. J'avais déjà réparé Eton comme j'avais pu la première fois, mais là je ne vais pas pouvoir faire de merveilles. Je ne peux pas faire marcher une telle technologie avec du rafistolage digne d'un orc. Et le portail de la toile, celui dans le nez du saccageur. Mesranea fronça les sourcils et montra un signe d'agacement. Sharktan eut encore une fois envie de lui faire du mal. Il pouvait lire sur son visage qu'elle devait se demander pourquoi cela était important si le véhicule ne fonctionnait pas. C'était comme demander si le klaxon fonctionnait sur un vélo qui n'avait plus de roues. Mais Sharktan avait une idée derrière la tête, bien évidemment. Eh bien, oui et non, comme avant quoi. Pour passer à travers un portail à Comorag même, depuis et vers la toile, ça va, mais s'il faut aller dans l'espace réel... Tant mieux, je n'ai pas besoin de plus. La coupa-t-il. Elle resta silencieuse comme choquée. Mais il ne vole pas, hein. Précisa-t-elle de façon légèrement condescendante. Je sais cela, hurla Sharktan. Je ne te demande pas de réfléchir, mais d'obéir. Je te pose une question, tu réponds. Tu ne demandes pas pourquoi je pose cette question. Elle tomba immédiatement à genoux devant lui, tête inclinée. Pardon, monseigneur, souffla-t-elle. Sharktan la regarda avec dédain. Il avait des sentiments très mitigés envers elle. Elle était utile et intelligente, mais de fait, dangereuse. Sans parler de sa place capitale dans la cabale. Debout. Elle se redressa docilement. Il avança d'un pas et attrapa son visage d'une main, son menton dans sa paume. Il approcha encore, comme s'il allait l'embrasser. À quelques centimètres de son visage, il susurra. Tu t'es déjà montré très utile, bien que particulièrement désagréable. Tes compétences en mécanique et pilotage sont utiles et te protègent de mon courroux. Mais sache que je sais aussi récompenser ceux qui me sont fidèles et nécessaires. Il est encore trop tôt étant donné le stade embryonnaire de cette cabale, mais sache que je pense à toi comme futur voivode maître de la flotte. Ses yeux jusqu'alors chargés de crainte s'illuminèrent d'ambition. Cela fit sourire Sharktan. Le grade de voivode était ce qui se rapprochait le plus de celui de lieutenant. C'est un grade de très haut prestige, assurant pouvoir, richesse et gloire. Quant au maître de la flotte, c'était le titre habituellement donné aux responsables de tous les vaisseaux de guerre. Il était responsable de l'entretien et le bon fonctionnement de toutes les machines. Cela représentait énormément de pouvoir et de richesse, là encore. Sharktan desserra sa prise autour de son visage et se recula doucement. Sur un autre ton, il ordonna. Vérifie que le portail de la toile de Eton est capable de se connecter au portail de l'apostasium. Je pense que le culte de la douleur éternelle sera très intéressé par notre chargement de sœurs de bataille. Sharktan vit passer l'ombre d'un mais sur le visage de Mesranea, immédiatement ravalé et transformé en un hochement de tête. Il choisit de l'ignorer et continua. Fais-moi également une liste très précise et complète de tous les matériaux, composants et outils nécessaires à la remise en état du saccageur. Oui, monseigneur. Tout de suite, monseigneur. Sharktan sourit, en tournant les talons. Lèche-cul, pensa-t-il en s'éloignant d'elle. C'était l'épisode 11 des Chroniques de la Lampe de Ronce. Comme vous vous en doutez, Sharktan va désormais tourner son regard vers Comorag, et nous allons ensemble explorer la cité sombre des Drukhari. Et cela vous réserve de sacrées surprises.
Pour ne pas les louper, abonnez-vous et surtout partagez et likez pour soutenir mon travail. À bientôt pour de futures aventures.